La voie ferrée Épinac-Pont-d'Ouche. Le chemin de fer d'Épinac à Pont-d'Ouche est, dans l'ordre chronologique, la 4e voie ferrée qui a été construite en France immédiatement après les 3 lignes de la Loire. Saint-Étienne-Andrézieux en 1823, Saint-Étienne-Lyon en 1826, Andrézieux-Roanne en 1828. On peut dire que les 4 voies ferrées, dont la construction fut décidée sous la seconde Restauration, période d'enfance du rail, présentent plus ou moins les mêmes caractères et n'ont rien de commun avec les chemins de fer actuels. Ce sont des lignes destinées au transport du charbon. Les marchandises étrangères sont acceptées pour compléter le fret. Il n'est pas question tout d'abord d'organiser un service de voyageurs, mais les conditions économiques n'étaient pas les mêmes partout. Du Rhône à la Loire, de grands centres étaient capables d'alimenter un trafic important. C'est pourquoi le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon s'est adapté le premier aux formules modernes. Ceux de Saint-Étienne à Andrézieux et d'Andrézieux à Roanne servait de débouché à toute une région houillère. Celui d'Épinac, au contraire, ne touchait aucune ville et ne traversait qu'une micro-région agricole de richesse moyenne. Il allait servir simplement à une compagnie désireuse de faire embarquer son charbon au port du canal de Bourgogne à Pont-d'Ouche. Dernier venu des 4 chemins en question, il représentait cependant le type le plus rudimentaire et le plus imparfait. C'est pourquoi son avenir allait être si difficile et incertain. Mais le directeur général Becquet, qui fut appelé à prendre les premières décisions et les premières responsabilités en cette matière, ne demandait qu'à imiter le plus tôt possible les initiatives anglaises déjà bien avancées. Bien que la Restauration se fût très fortement engagée dans une coûteuse politique de voies navigables avec les lois de 1821 et 1822, elle ne refusa pas de s'intéresser à ce nouveau mode de locomotion qui semblait alors, il est vrai, de nature à compléter les canaux plutôt qu'à les supplanter. Becquet accueillit le projet de Blum avec la même faveur que précédemment ceux de l'ingénieur Bonnier et des frères Seguin. Le chemin de fer d'Épinac fut véritablement l'œuvre de Samuel Blum. Samuel Blum fut un remarquable brasseur d'affaires qui semble avoir été très expert à transformer en action des richesses naturelles et se souciait beaucoup plus de créer des sociétés que de les soutenir et de les faire prospérer. Après avoir acheté vers 1826, moyennant le prix total de 87 500 francs, le château, la verrerie et les mines d'Épinac, ainsi que diverses étendues de terre, bois et prés aux alentours, il organisa le 5 octobre 1829 une compagnie des houillères et du chemin de fer d'Épinac. Il est important de signaler que Samuel Blum était en relation avec les Saint-Simoniens. Ils menèrent une campagne très active pour convaincre l'opinion qu'il était aussi nécessaire en France qu'en Angleterre de construire des voies ferrées. L'ingénieur Bonnier, père du premier chemin de fer français, était en même temps administrateur de la Société des mines d'Épinac. Ces influences diverses inspirèrent probablement à Blum le projet de se relier lui aussi aux voies navigables par l'intermédiaire du rail. 2 débouchés s'offraient aux houillères d'Épinac se trouvant géographiquement situées entre le canal de Bourgogne et le canal du Centre, à 28 km du premier, à 20 km seulement du second. La logique financière aurait consisté à choisir la seconde solution, mais les houilles d'Épinac se seraient heurtées dans cette direction à celles, beaucoup plus abondantes, du Creusot et de Blanzy, et surtout à la puissante famille Schneider. Il était donc préférable de se tourner vers le canal de Bourgogne, qui donnait accès à toute la métallurgie des régions de la Seine et de l'Aube. La ligne d'Épinac apparaît ainsi
comme un complément de transit marchandises au canal de Bourgogne. C'est le 15 mars 1828 que la première demande de concession fut adressée au directeur général des ponts et chaussées et des mines. Samuel Bloom sollicitait l'autorisation de construire son chemin de fer. Une pétition assortie d'une carte topographique appuyait la demande. La liaison Épinac-Pont-d'Ouche avait une portée limitée à l'ambition de la Compagnie des Houillères dans l'exportation de son charbon. L'intérêt public et l'impact commercial local limité vont engendrer très vite un frein dans la traversée des petites localités essentiellement rurales, surtout au moment des expropriations. Mais les instances dirigeantes, pas toujours impartiales, fascinées par l'expansion industrielle anglaise, ont fourni des avis favorables quasi enthousiastes au projet. Il n'en est pas de même en ce qui concerne le résultat de l'enquête publique dans les communes traversées. Toutes sont hostiles à la création de la ligne. Le franchissement de cours d'eau, la traversée de routes, la découpe de parcelles sont autant d'obstacles dressés par les opposants. Mais le Conseil des mines, s'inspirant des textes élaborés lors de la construction des chemins de fer de la Loire, passe outre et le 30 janvier 1830 approuve le tracé rudimentaire et plein d'imperfections. Samuel Bloom ayant versé la caution promise, les ouvriers entament la construction de la première voie ferrée bourguignonne. C'était compté sans la pugnacité revendicative de plusieurs propriétaires, et si certains acceptèrent une conciliation amiable, d'autres firent assaut de procédures jusqu'à expropriation. Ces protocoles firent tant et si bien qu'en 1838, les règlements de tous les comptes n'étaient pas encore liquidés. Cependant, sans attendre les résultats des procédures, les travaux avaient commencé. Le point de départ était au puits du Curier, à peu de distance du bourg d'Épinac à la côte 340. La ligne est à voie unique avec des croisières, terminologie de l'époque pour désigner des évitements, de 120 mètres de long tous les 4000 mètres. Les courbes sont nombreuses mais jamais inférieures à 300 mètres. La voie, à écartement standard d'1,44 m, est constituée de rails en fer laminé d'un poids de 13 kg par mètre posés sur des dés en pierre au moyen de coussinets. Ils seront remplacés par des traverses ultérieurement. La voie remontait en direction de Molino, suivant par la gauche le cours de la Petite Drée et le chemin de Molino. Une gare est implantée au croisement de la route de Grandvaux avant d'entrer dans le département de Côte-d'Or, 2 km après le départ du Curier. Au lieu dit Bois des Coupés, la voie traverse le chemin et poursuit par la droite de celui-ci. Une maison garde-barrière sera érigée pour sécuriser cette traversée au lieu dit le Moulin de Sanvignes. Poursuivant par la droite du chemin, la ligne arrive à Molino à la côte 365. Passant derrière le château, une maison garde-barrière assure la sécurité sur un chemin de desserte. La voie arrive en gare de Molino sur une vaste esplanade, traverse le village en coupant la route de Nolay. Une première barrière sur ce passage sera suivie en sortant du hameau du Moulin Bronze par une seconde à la traversée de la route de Santos. La voie s'engageait dès lors dans la vallée d'Ivry-en-Montagne, entre le bois de Crau et celui de l'étang Martenot. Longeait une tuilerie pour arriver à la côte 422, au pied de la rampe d'Ivry-en-Montagne. Le choix du tracé, le plus direct, butait sur cet obstacle qui sera contourné lors de la modification par la société PLM en 1864. Mais pour l'heure, une technique empruntée aux galeries de mines en Angleterre sera utilisée. Le plan incliné. Au lieu dit le Grand Champ, une machine à vapeur stationnaire développant une puissance de 20 chevaux
équipés d'un treuil et d'un câble, tractent le train de wagons jusqu'au sommet de l'obstacle de la côte 476. Le convoi traverse ensuite le village d'Ivry. Une garde-barrière est positionnée à la traversée de la route royale et s'engage en direction de Cussy-la-Colonne, côte 495. Une traversée de route a nécessité l'implantation d'une gare. Le cheminement se poursuit en direction de Monceau. C'est à cet endroit, au lieu dit la grue, que se trouve positionné le second plan incliné, descendant celui-ci. Une molette horizontale de grande dimension sur laquelle un câble est posé permet de profiter de la charge du train descendant pour faire remonter les wagons vides de retour de Pont-Douche. Le contrôle de la descente, non dépourvu de danger, se faisait au frein sur la voie montante et descendante. Un dispositif de double voie permettait le croisement des convois à mi-parcours. Cet obstacle passé, la ligne entre sur le territoire d'Écutigny, à la côte 409. Une garde-barrière est positionnée à la traversée de la route de Grandmont, puis celle de Bligny. Passant au sud de Vic-des-Prés, le convoi arrive à Bligny au lieu dit le Pont, pour traverser la route d'Arnay à la côte 356. Après la gare de Bligny-sur-Ouche, le train s'engage dans la vallée de l'Ouche, sans difficulté particulière. Passe les villages d'Oucherotte, Torray-sur-Ouche, pour arriver au terminus de la ligne, sur le site de déchargement au port du canal de Pont-Douche à la côte 222. Le déchargement se faisait sur un aménagement du port, directement sur la péniche, à partir d'une estacade. La houille était déposée depuis le wagon sur une glissoire à inclinaison variable. S'agissant de la traction, celle-ci fut d'abord animale. Des chevaux et des bœufs traînaient les convois. D'ordinaire, la compagnie n'assurait pas directement ce service. Elle passait des contrats avec des gens du pays qui se chargeaient de l'entreprise sur un tronçon déterminé. Ils occupaient ainsi leurs animaux quand les travaux agricoles n'étaient pas urgents et se procuraient un supplément de bénéfices. En dehors même des plans inclinés, l'action de la gravité ou de la pesanteur était utilisée autant que possible, par exemple de Cussy-la-Colonne à Ivry-en-Montagne, en direction d'Épinac, et plus encore de Bas-Monceau à Bligny-sur-Ouche en direction de Pont-Douche. Les convois descendaient sous le contrôle des freineurs qui avaient une grande responsabilité dans la sécurité des déplacements. Des wagons écuries étaient prévus pour le transport des chevaux et des bœufs, plus spécialement sur ces deux parcours. Une nouvelle société, se substituant à l'ancienne compagnie de 1829 qui devient la Société anonyme des houillères et du chemin de fer d'Épinac, a eu pour première décision en 1855 de remplacer, sur le tronçon d'Épinac-Ivry, la traction animale par la traction vapeur. Ce remorquage s'arrêtait au pied du plan incliné d'Ivry. Cette transformation s'est heurtée à la réaction des riverains, inquiets des dangers que présentait la circulation des locomotives, dont la vitesse de déplacement ne devait pas excéder 15 km/h. Les imperfections de la clôture de la voie et des passages à niveau servirent de prétexte à ces mécontentements. En fait, la rancune qui datait de 1829, lorsque l'administration était passée outre l'opposition des riverains à l'installation de la ligne, avait trouvé là son exutoire. La ligne comportait 31 passages à niveau, dont 23 sur des chemins de desserte, le tout manœuvré par des machinistes, des garde-voies et conducteurs de train. Les tracasseries administratives supplémentaires engendrées par les nouvelles instructions de 1856 et ses oppositions locales augmentaient la charge financière du transport et retardaient l'utilisation de la traction mécanique. Ce n'est que le 12 mai 1860 que les ponts et chaussées
autorisèrent l'emploi de machines à feu, en remplacement des bœufs et des chevaux pour la traction des trains. Les locomotives étaient personnalisées et portaient des noms. Les premières appelées Ouche et Arroux étaient en service entre Ivry-en-Montagne et Monceau. Construites en Belgique, elles avaient une puissance de 30 chevaux. Les 4 autres machines s'appelaient Doux, Saône, Yonne et Adré. Doux et Saône assuraient la traction du Currier à Ivry-en-Montagne, les 2 autres de Monceau à Pont-d'Ouche. Ces dernières, construites à Mulhouse, étaient de caractéristiques identiques aux 2 premières machines. En résumé, il fallut 5 années de palabres pour mécaniser la ligne, comme si l'administration avait voulu décourager la société des houillères et chemins de fer d'Épinac. L'exploitation de la ligne restera très archaïque, essentiellement à caractère industriel et minier. Cependant, sa mise en service va apporter une prospérité notoire à Épinac. La production va passer très rapidement durant la construction de la ligne de 5000 tonnes en 1830 à 17 500 en 1835, puis 53 000 tonnes en 1837, 76 000 tonnes en 1845, pour finalement arriver à 160 000 tonnes en 1860. La compagnie avait gagné son pari. D'autres perspectives ont été induites par ces mouvements de fourgons sur rail. Ainsi, les wagons qui revenaient à vide chargeaient du sable à la carrière du moulin Charot pour la verrerie d'Épinac. La compagnie, fière de son succès, souhaitait se soustraire dans son ambition d'alimenter l'industrie sur l'Aube et la Champagne des contraintes engendrées par le transbordement de la houille à Pont-d'Ouche. Les glaces hivernales et les niveaux trop bas d'étiage perturbaient une partie de l'année et de façon aléatoire le transfert par canot. Ainsi, la ligne de substitution Pont-d'Ouche-Velard aurait permis une constance d'approvisionnement de Dijon, de l'Aube et de la Seine, allant même jusqu'à projeter un réseau ferré Épinac, Arnay, Pouilly, Montbard. Ce réseau se trouvant en concurrence avec l'importante société PLM, celle-ci voyait d'un mauvais œil ce maillage local qui risquait de lui échapper. Le 11 juin 1863, la société d'Épinac intervint auprès du ministre des Travaux publics, faisant apparaître un potentiel productif décuplé avec les nouveaux fonçages sur Épinac. Le contentieux entre la compagnie PLM et les houillères d'Épinac fut tranché grâce à l'intervention du maréchal de MacMahon, propriétaire à Sully, en faveur des houillères d'Épinac. Une concession de 99 ans sur l'ensemble des réseaux projetés fut accordée aux houillères assortie d'un cahier des charges très précis et contraignant. Dans l'urgence, les houillères vont rectifier le tracé archaïque de la ligne Épinac-Pont-d'Ouche en supprimant les plans inclinés commençant en 1869 par celui de Monceau. Un projet concernant celui d'Ivry-en-Montagne, proposé par la compagnie, fut refusé par les Ponts et Chaussées. Cette modification fut abandonnée de même que la possibilité de transport de voyageurs sur cette ligne, cette charge nécessitant l'achat de nouveaux wagons à tampons, inutilisables sur le plan incliné d'Ivry-en-Montagne. Il faut préciser que le contexte commercial engendré par le traité de commerce de 1860, signé avec l'Angleterre par Napoléon III, avait considérablement affecté les entreprises françaises. Les industries métallurgiques fermaient les unes après les autres, incapables de résister à la concurrence anglaise. Dans ces conditions, la ligne Pont-d'Ouche-Velard-sur-Ouche ne fut jamais entreprise et la société des houillères ne songea plus qu'à se désengager de ses obligations, jusqu'à demander l'annulation de la concession qu'elle avait sollicitée en 1864 afin de se débarrasser du tronçon Pont-d'Ouche-Velard-sur-Ouche, devenu un épouvantail financier. La Société des houillères souhaite désormais consacrer son énergie à la valorisation industrielle de l'extraction sur le bassin d'Épinac.
Elle préfère utiliser la ligne Étang-sur-Arroux-Centenay pour assurer l'expédition de son charbon. Résultat de cet abandon d'ambition ferroviaire, en 1877, la compagnie des houillères d'Épinac est dépossédée de la ligne. Et en 1881, la compagnie PLM se charge de sa rectification et son prolongement jusqu'à Dijon. Ce tracé, adapté aux nouvelles normes de construction, a nécessité l'élévation de nombreux ouvrages d'art. D'abord pour la traversée du canal, puis la construction d'un viaduc sur la Bussière et surtout, à l'arrivée sur Dijon, le percement du tunnel des Chartreux. Tous les bâtiments, garde-barrières, gares et signalétiques qui apparaissent encore aujourd'hui tout au long du parcours de la ligne sont le fait de la société PLM sur le nouveau tracé. La compagnie des houillères n'aurait pas eu les moyens ni l'envie d'en assurer l'érection et l'entretien. Pour la nouvelle ligne, les démarches entreprises par l'administration auprès des habitants des communes concernées en vue de la construction des différentes structures montrent le sérieux apporté aux enquêtes publiques et la précision architecturale avec laquelle les mises en situation sont détaillées. D'ailleurs, en dehors des quelques détails de situation, les habitants des communes concernées se sont montrés enthousiastes sur le projet. On comprend facilement cet engouement dans la mesure où le service voyageurs permettait le désenclavement des communes en assurant un accès plus rapide à la vallée de l'Ouche et à Dijon. Mais de tels travaux ont nécessité beaucoup de moyens et surtout beaucoup de temps pour la concrétisation de cette ligne modernisée. L'exploitation n'aura lieu qu'en 1905, 70 ans après l'aménagement du premier tronçon et uniquement pour le trafic voyageur. La compagnie PLM préférant assurer le transfert du minerai pour Dijon par Centenay et Chagny. La ligne sera fermée le 6 février 1939, puis démontée par tronçon en 1942 sous l'occupation allemande. Elle est aujourd'hui envahie pour partie par la végétation. Seule l'association du petit train de la vallée de l'Ouche, CFVO, fait revivre en voie étroite le tronçon Pont-d'Ouche-Bligny-sur-Ouche. Cette association maintient en fonctionnement les anciennes machines et le matériel roulant, dernier vestige d'un passé révolu pour le plus grand bonheur des touristes. Aujourd'hui, les lignes rapides équipées de trains à grande vitesse traversent nos campagnes à près de 200 km/h. Toujours plus vite, peut-être, qui sait, à la recherche d'un temps perdu.